Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Notre invité ce matin, l'économiste Frédéric Lordon, qui publie aux éditions Les Liens qui libèrent la malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique. On disait tout à l'heure, Frédéric Lordon, comment vous envisagiez une sortie de l'euro. Ce qui est intéressant, c'est que vous, contrairement à d'autres, vous n'expliquez pas que cette sortie de l'euro se ferait sans dommage. On sait depuis longtemps que la révolution n'est pas un dîner de gala, mais vous écrivez, ce serait malhonnête de le cacher ou de le minimiser. Un bouleversement de cette ampleur, on parle aussi là de ce que nous évoquions tout à l'heure sur le défaut qui serait lancé par la France à l'égard d'une partie de sa dette. Un bouleversement de cette ampleur a plus que sa part de chaos, de difficultés économiques, probablement de régression transitoire du niveau de vie matériel, c'est-à-dire qu'il y aurait de grandes difficultés pour la France et pour les Français dans le scénario que vous imaginez. Il y en aura de toute manière, mais je ne veux pas poursuivre cette discussion-là pour la raison suivante. C'est que nous sommes en train de discuter l'un des scénarios que je mets sur la table et qui est le scénario extrême. Et je ne voudrais pas que le scénario extrême évince le scénario central, qui est le plus réaliste à mes yeux. Le scénario extrême, je le propose comme une option, si vous voulez, dans un menu politique offert à l'appétit de ceux qui en ont beaucoup et qui ont des désirs de sortie du capitalisme. Mais le scénario central, ça n'est pas ça. Le scénario extrême, vous savez, comme toutes les idées qui tranchent radicalement, on ne peut pas les discuter de manière approfondie dans les circonstances qui sont les nôtres actuellement, parce que pour convaincre qu'une idée extrême est malgré tout pas complètement folle, il faut lui donner le temps de la présentation, argumenter, et ce temps-là, nous ne l'avons pas. Alors restons au scénario central. Le scénario central, qui n'est pas le scénario du défaut, qui n'est pas le scénario de la sortie du capitalisme, mais qui est le scénario de la sortie du néolibéralisme européen, parce que c'est ça le point principal. Et c'est un point qui a à voir avec la souveraineté. C'est donc un point qui est de nature beaucoup plus politique qu'économique en vérité. Bien sûr, il y a les avantages de la dévaluation, mais à mes yeux, c'est presque secondaire. Ce qui y va dans la rupture avec le néolibéralisme européen, c'est de l'annulation d'une opération qui est la caractéristique centrale de la construction européenne depuis le début des années 90, et sans doute depuis plus longtemps. Propriété de fait ou d'intention, je ne sais pas, je mentionne le débat, il serait intéressant, mais on va le laisser de côté, et qui tient en la soustraction de la souveraineté politique à toutes les échelles territoriales. Alors il faut dire un mot d'abord de ce que c'est que la souveraineté, car c'est le lieu de toutes les confusions intellectuelles. La souveraineté est une idée qui a exclusivement à voir avec le fait de délibérer et de décider. La souveraineté, c'est que nous décidons. Ce ne sont plus les puissances divines qui nous dictent ce que nous devons faire, ce ne sont plus leurs envoyés spéciaux, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est cela et cela seulement. Ainsi rigoureusement conçue, la souveraineté s'assimile en totalité à la démocratie. Le principe de la souveraineté, ça n'est pas autre chose que le principe démocratique lui-même, c'est-à-dire le droit de délibérer et de décider de toutes les matières qui intéressent les politiques publiques tout le temps. Or, ce droit de discuter et de rediscuter de tout le temps, qui est le cœur même de la démocratie, ce droit-là est annulé par la construction européenne, puisqu'il existe un très grand nombre de politiques publiques qui ont été soustraites au périmètre de la délibération démocratique ordinaire pour être sanctuarisées dans des traités qui sont comme de juste inaccessibles. De telle sorte que, de toutes ces questions absolument fondamentales, elles semblent lointaines, elles semblent abstraites, mais elles sont déterminantes pour les conditions matérielles d'existence des populations, de toutes ces questions, nous ne pouvons plus discuter. Et j'en donne très rapidement la liste. La Banque centrale doit-elle être dépendante ou indépendante ? On n'en discutera pas, la réponse a été donnée. Doit-elle consacrer uniquement ses efforts à la lutte contre l'inflation ou doit-elle se préoccuper de croissance et d'emploi ? On n'a plus le droit d'en discuter. A-t-elle le droit de financer monétairement les déficits ? On n'a plus le droit d'en discuter. Les soldes budgétaires... On en discute de ça. On en discute de cela aujourd'hui, sous des formes détournées ou édulcorées, mais on en discute. Le financement monétaire des déficits, mais je vous demande bien pardon, ça reste un article du traité et la Banque centrale continue de s'y tenir rigoureusement. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un dispositif comme l'OMT
qui d'ailleurs a été annoncé mais qui n'a jamais été activé. Vous y consacrez un chapitre. Que ceci change quoi que ce soit à l'affaire. Donc je dis, de toutes ces questions qui ont été soustraites à la souveraineté, nous devons avoir le droit de rediscuter. Et si ce droit a été annulé, c'est pour des raisons que j'ai dites tout à l'heure et qui ont à voir avec la fixation allemande sur ces principes. Une question d'auditeur pour vous, Frédéric Lordon. François qui nous appelle de Paris, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Lordon. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de tirer sur la construction européenne alors que les politiques qui nous sont imposées par une majorité de droite au niveau du Conseil européen, au niveau du Parlement européen et au niveau de la Commission européenne. Parce qu'après tout, certes il y a les traités, mais la Banque Centrale Européenne, tout le monde le sait, viole en catimini plus ou moins ces traités. Et on pourrait très bien imaginer que une autre majorité politique européenne, par exemple celle que se propose de diriger Martin Schulz, dénonce l'austérité et finalement trouve avec les traités les accommodements plus ou moins de bonne foi qui permettraient de passer outre, au moins provisoirement, mais un provisoire ça peut durer, à ces fameux 3% qui finalement brident de fait les politiques des États et en ce moment celle de la France. Merci pour cette question, François. Question qui fait l'objet d'ailleurs d'une longue réfutation de vous-même, Frédéric Lordon, dans votre livre. Les auditeurs ne le voient pas parce qu'ils ont le son mais pas l'image, mais Bernard Guetta était très content. Et en effet, entièrement. Oui, vous approuvez entièrement. Et je le sais bien puisque c'est votre ligne de défense de la construction européenne. De défense, d'attaque. D'attaque, si vous voulez, depuis très longtemps. Malheureusement, je crois que cette objection n'a rien de convaincant. Pour toute une série de raisons. On pourrait commencer par faire observer qu'en 1997, alors que 13 sur 15 des gouvernements de la zone euro étaient censément de gauche. Je dis censément parce qu'on voit ce qui est devenu la chose qui est étiquetée gauche actuellement. Lorsque 13 des 15 gouvernements étaient donc de gauche, entre guillemets, ça n'a pas empêché qu'on vote le pacte de stabilité avec juste l'ornement lexical de la croissance rajouté derrière. C'est-à-dire qu'on confirme les logiques de l'ajustement budgétaire qui étaient déjà inscrites dans le traité de Maastricht. D'autre part, si l'on accepte donc cet argument qui est lié à la profonde indistinction tendancielle des partis de gouvernement, de telle sorte que la continuité des politiques économiques nationales est tout à fait granitique par-delà toutes les alternances, si l'on accepte cet argument, il faut bien voir que, de toute manière, même un changement de majorité avec une majorité qui serait bénévolente et qui serait de gauche, qui serait sympa, etc., n'aurait qu'une marge de manœuvre extrêmement limitée, car peut-être qu'on peut procéder à certains accommodements avec les traités, mais enfin pas au-delà d'une certaine limite, car il y a des États qui veillent. Le TSCG a prévu que certains États pouvaient en dénoncer d'autres auprès de la Commission, puis de la Cour européenne de justice, pour violation de leurs engagements à réduire leur déficit. Et donc, dans un ordre juridique bien conçu, c'est la lettre du droit qui s'impose. Et la lettre du droit européen, elle est absolument sans ambiguïté. Ce sont les principes inscrits dans les traités qui fonctionnent mécaniquement et qui ne laissent presque aucune marge de manœuvre. Juste une objection, Frédéric Lordon, l'un des pays qui pratique l'une des politiques d'austérité les plus rigoureuses aujourd'hui en Europe, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni qui ne fait pas partie de la zone euro. Ah oui, ça c'est une objection dont j'ai l'habitude également. Et vous faites bien de la mentionner. Car en effet, c'est un point qui est tout à fait important. Autant la dévaluation en elle-même n'a rien de l'arme fatale et ne suffit pas à résoudre nos problèmes. Autant la sortie de l'euro est ce que j'appelle le programme des conditions nécessaires. Car il est bien évident que... Mais pas suffisante. Mais pas suffisante, exactement. Les conditions nécessaires par opposition aux conditions suffisantes. Car il y a un autre argument que sans doute beaucoup d'entre vous ici ont en tête et qui consisterait à dire, mais on reviendrait à la discussion précédente, que ce que l'Allemagne a imposé au terme de quelque chose qu'il faut bien qualifier d'ultimatum, les autres gouvernements y ont tout à fait consenti, le gouvernement français en tête, et par pur et simple ralliement idéologique. Je dis cependant que si en effet la sortie de l'euro ne nous débarrasserait pas de nos oligarchies et de nos idéologies libérales nationales,
Cette sortie n'en rendrait quand même pas moins la manœuvre d'une transformation possible, beaucoup plus à notre portée, du simple fait qu'elle serait rendue au processus de la confrontation des idées dans le cercle de la nation, c'est-à-dire sans avoir, une fois cette bataille-là menée, et rêvons un peu gagnée, devoir aller en référé à l'étage supérieur, qui est celui de l'Union européenne, où il nous faudrait la validation de tous nos autres petits camarades, ce qui évidemment est d'une improbabilité notoire. Alors une autre question standard d'Inter, Michel qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour. Bonjour Monsieur Lordon, bonjour à vous tous. J'aurais voulu poser donc 2 questions, à savoir la première, quelle serait la parité lorsque vous voudrez revenir de l'euro au franc nouveau, tout en sachant que au départ il a fallu en gros 6 francs 56 pour avoir 1 euro. Et la deuxième question, au même niveau, quelle est la différence entre ce que vous proposez et le programme du Front National ? Merci Michel. Frédéric Lordon. On ne va pas passer 107 ans sur la parité parce que je soupçonne une petite erreur dans la question. Ce sont des questions purement nominales. Donc que nous disions que le nouveau franc vaut 6,57 € ou que nous disions que le nouveau franc vaut 1 euro, c'est une pure conversion nominale, ça n'a rigoureusement aucun impact. C'est la même chose que de passer de l'ancien franc au nouveau franc, donc c'est tout à fait sans conséquence. La vraie question des parités, ça serait de savoir combien est-ce que, supposons que nous sortions de l'euro en déclarant nominalement qu'un franc égale 1 euro. C'est bien entendu pour procéder à une dévaluation, et alors après, c'est la question de l'ampleur de cette dévaluation qu'il s'agit de déterminer. Mais là, si vous voulez, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Que sera devenu l'euro? Restera-t-il 1 euro? Je veux dire, la question demande à être posée. Sinon, la dévaluation, elle sera évaluée contre les autres devises, le dollar, la lire éventuellement, etc., etc. Bon, peu importe. Pardon, je marque une parenthèse parce que dans votre livre, vous envisagez la mise en place d'une monnaie commune et d'un système monétaire en quelque sorte à 2 étages, si j'ai bien compris, avec la possibilité pour des monnaies nationales de se modifier leur taux de change, de d'évaluer, réévaluer, mais à l'égard du monde extérieur, en dehors de l'Europe, ce serait l'euro qui serait la monnaie convertible vis-à-vis du dollar et d'autres et de toutes les autres grandes monnaies de par le monde. Oui, c'est ça. Le système de monnaie commune est un système à 2 étages. Il avait été envisagé d'ailleurs au moment de la négociation du traité de Maastricht, sous des formes tout à fait vagues, et dans le détail desquelles jamais on n'était entré très profondément. Et il s'inspire d'un projet qui, alors lui, pour le coup, était précis, qui était le projet de Keynes en 1944, le projet de Chambre de compensation internationale, qui était un système de cette nature. Ceci pour dire que le retour aux monnaies nationales n'est pas incompatible avec le recommencement de la construction d'un commun monétaire, mais à terme et sous une forme radicalement différente de ce à quoi nous avons droit actuellement. Et plutôt sans l'Allemagne, dites-vous. Bon. Et plutôt sans l'Allemagne, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Mais je voudrais répondre surtout à la deuxième partie de la question. Sur le Front National, qui est effectivement la seule formation politique qui je ne vais pas reprend vos propositions. Je ne vais pas faire un procès d'intention à l'auditeur qui a posé cette question, mais je voudrais dire très généralement parlant que dans un monde discursif bien ordonné, cette question ne devrait pas être posée. Elle ne devrait pas être posée. Non, elle ne devrait pas être posée car la question de la... dans le champ politique aussi, d'une certaine façon, Frédéric Lordon. Laissez-moi aller au bout de mon argument. Cette question de la sortie ou de la transformation de l'euro ou de son maintien emporte des enjeux économiques et politiques intrinsèques qui sont suffisamment élevés pour qu'on ne les soumette pas aux pollutions extrinsèques du Front National. Et on voit bien en vérité ce que cette question du Front National charrie sans cesse de sous-entendus, d'implicites et même d'insinuations, qui ont conduit, d'ailleurs, je le dis en passant, à des dégradations du débat public qui sont tout à fait regrettables et qui parfois même recourent à des procédés que je n'hésite pas à qualifier de honteux. Alors, quant à la différence maintenant entre ce que je préconise et les solutions du Front National, étant dit préalablement que j'exècre littéralement ce parti et que, précisément, pour ma part, j'essaye de faire tout pour ne pas lui laisser le monopole de ces questions. Il faut en revenir à la question de la souveraineté. Car si l'on a dit qu'envisager un très haut niveau de généralité et d'abstraction, être souverain, se déclarer souverainiste, ça n'est pas autre chose que se déclarer démocrate, ça n'empêche pas qu'il y a des différences par après.
Il y a ce qu'on pourrait appeler un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche. Et ça n'est pas la même chose. Le souverainisme de droite, c'est celui qui consiste à rendre la décision à des gouvernants supposément éclairés et qui ont pour tâche de conduire le peuple. Et puis vous avez la variante d'extrême droite, qui est de rendre les instruments de la délibération et surtout de la décision à des gouvernants, mais autoritaires, et au surplus raciste, ce qui ne gâte rien dans le paysage, bien sûr, dont l'intention principale, en l'occurrence, ne consiste à rien d'autre qu'à renouer un compromis de classe avec le capital, un compromis post-mondialisation, mais qui laisserait absolument intacte la position de domination et la position directrice du capital à l'intérieur de la société, soit le miroir aux alouettes intégral, pour ne pas dire le parfait piège à con, pour le salariat et les classes populaires. La souveraineté vue de gauche, c'est autre chose. La souveraineté de gauche, c'est de rendre la décision aux intéressés pour toutes les matières qui les intéressent, c'est-à-dire de pousser aussi loin que possible le principe démocratique, ce qui suppose d'étendre la subsidiarité autant qu'on le peut, et notamment, pourquoi pas, de faire régner ce principe de souveraineté dans l'ordre économique, là où elle a été rigoureusement bannie, c'est-à-dire dans la délibération collective qui gouverne la vie des collectifs de production, c'est-à-dire les entreprises. Frédéric Lordon, la dernière question revient à Bernard Guetta. Les régions dans les différents États-nations délèguent une très très grande partie de leur souveraineté à l'État-nation, se lient donc ainsi les mains. En quoi est-ce qu'il serait plus choquant, ou est-ce qu'il est, puisque c'est le cas, plus choquant, que les États-nations délèguent volontairement une large partie de leur souveraineté à un ensemble qu'ils ont volontairement constitué? Première question. Deuxième question. Comment expliquez-vous quelle est votre explication, tout simplement, du fait que le parti, je sais que vous n'aimez pas qu'on dise la gauche de la gauche, alors le parti de la vraie gauche, j'en sais rien, enfin bon, bref, le parti le plus à gauche de l'échiquier politique grec refuse mordicus toute sortie de l'euro et a fortiori de l'Union européenne. Troisième question. Non, mais c'est très rapide. C'est très rapide. Troisième question. Si l'Allemagne a tellement gravé dans le marbre ses principes, comme vous dites, dans le marbre des traités européens, comment expliquez-vous que la même Allemagne ait accepté d'aider la Grèce dans des conditions mais à des conditions absolument discutables et que je condamne pour ma part, mais d'aider la Grèce, et beaucoup mieux que l'Allemagne ait accepté l'institutionnalisation d'un fonds de solidarité financière entre les États de l'euro, alors que les traités, à la demande de la même Allemagne, proscrivent formellement, noir sur blanc, la solidarité financière entre ces États de la zone euro. Eh bien, il nous reste 10 secondes. Voilà. On va essayer. Oui, je vais en prendre un ou deux. Je vais vous dire, la question à laquelle j'aurais répondu le plus volontiers, c'est la première. C'est la question là, non, car c'est la question qui est à la fois la plus profonde et la plus complexe, c'est-à-dire celle qui appellerait le plus de développement, car elle met en vérité le doigt sur l'absence de communauté politique européenne authentique, de communauté politique européenne constituée. Il y a un agrégat d'États-nations, mais ceci ne fait pas une communauté politique telle que sont rendus possibles des transferts interrégionaux. Je ne peux pas rentrer dans le détail de cette question, j'y consacre un chapitre du livre d'ailleurs, et je regrette de ne pas pouvoir en dire davantage. Deuxième question, Syriza, qui refuse mordicus la sortie de l'euro. Syriza, d'abord, est plus divisé que vous ne le dites. Il y a une partie du parti d'Alexis Tsipras qui plaide, et très vigoureusement, pour la sortie de l'euro. Mais je dois vous dire que pour moi, c'est un mystère, de la même manière que le refus du Front de gauche de prendre une position claire sur cette question demeure un mystère pas totalement opaque, j'ai quelques pistes à ce sujet. Dans le cas de Syriza, je crois qu'on assiste à un recentrage de Syriza, de ce parti, tout simplement par opportunisme politique et au spectacle de l'effondrement du PASOK, ce qui a donné à Syriza l'idée qu'il y avait là un réservoir de voix à conquérir assez facilement et qui lui permettrait peut-être de devenir majoritaire. C'est une explication possible.
Quant à l'acceptation de l'Allemagne du plan de soutien à la Grèce, je vois Patrick Cohen qui fait de grands signes. Mais oui, et il a l'air de dire que visiblement, à celle-ci non plus, on ne va pas pouvoir répondre. Ah non, non, je ne veux pas vous laisser croire aux auditeurs qu'il y a une façon de censurer vos propos. Il y a juste une pendule qui tourne et un temps qui passe. Mais vous reviendrez, Frédéric Lordon, et je recommande votre ouvrage « La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique » pour alimenter le débat à quelques semaines, ne l'oublions pas, d'élections européennes importantes. Merci d'être venu. Dans un instant, le billet de Walter.